de vous dire que je me réjouis de voir que tous les intervenants ont abordé le sujet de l'apparition d'une nouvelle communauté verte. En tant qu'enseignante à l'université, j'observe la même chose. Donc, chaque année, il y a des étudiants qui décident d'aller quelque part ailleurs à la recherche d'un mode de vie plus normal, entre guillemets, quoi que cela puisse signifier. Donc, d'une part, c'est un retour aux origines et en même temps, c'est la possibilité de puiser dans les connaissances qui ont été accumulées justement dans le cadre de cette civilisation industrialisée. Donc, ce serait intéressant d'entendre des commentaires donc des collègues qui sont là. Et si je suis là, c'est que dans cette lutte pour la protection du climat, les femmes représentent un facteur important. Donc là, on n'a pas la parité ici à la tribune, mais j'espère qu'il y aura la parité lorsque vous commencez à poser vos questions, parce que le mode de pensée des femmes est un petit peu différent de celui des hommes. Donc on donne là tout de suite la parole au public, et donc il faut utiliser le micro. Da müsste es jetzt sein, was der Ort. Alors, Borislav Sandov, donc Coalition pour le climat, et je représente les Verts. Effectivement, je travaille sur le sujet depuis longtemps, aussi bien la protection de l'environnement que le climat. Donc, lorsque j'ai écouté l'introduction de Georgi Gennady, je me suis dit que ce serait mieux que je les fasse redescendre sur Terre. Et lorsque j'ai entendu la présentation de notre intervenant français, j'ai trouvé ça un peu trop pessimiste. Moi, je vais peut-être me situer quelque part au milieu. Alors, Gennady a mentionné la nécessité d'un compromis. Donc la recherche du juste milieu, de l'équilibre, et donc l'aspiration à cette maxime que la vérité c'est quelque part au milieu. Donc en 2009 j'étais à Copenhague lorsqu'il y avait de gros espoirs. Ma déception était également énorme. Donc en fait à cette époque-là rien ne s'est passé. Il y a quelques mois j'ai été également à Paris. Et j'étais censée revenir de Paris vraiment très joyeux, très enthousiaste. Ce n'a pas été le cas parce que ce qui a été fait là-bas, ce n'est pas forcément très prometteur. Donc, s'agissant des États-Unis et de la Chine, là, il ne s'agit pas seulement de la nécessité de passer à l'action, mais tout simplement, ce qui me réjouit, c'est que l'Europe elle a compris que ce type d'activité, c'est également un business. Et il y a eu beaucoup de mouvements qui ont contraint les gouvernements, y compris en Chine. Euh, euh, donc les gouvernements, ils ont été contraints de commencer à chercher des solutions, y compris pour faire des affaires. Mais n'oubliez pas qu'en ce qui concerne les investissements, il y a une grosse tendance qui s'est dégagée. Les grandes compagnies dans le domaine de l'énergie ont camouflé les informations pendant des décennies, donc les informations sur les conséquences de leur activité sur le climat. Donc en fait, ce n'est que maintenant que ces compagnies commencent à changer un petit peu. On a toujours essayé de demeurer loin de ces compagnies polluantes. Donc en fait, il y a beaucoup d'énergies renouvelables qui existent. Et si on arrive à trouver donc la bonne combinaison entre ces différentes énergies renouvelables, elles vont permettre, à mon sens, l'indépendance, l'autonomie énergétique. Donc au sein de beaucoup de communautés, voire au sein de beaucoup de peuples, on observe maintenant des aspirations. Donc il y a des pays qui maintenant sont passés entièrement aux énergies renouvelables. Et lorsque vous avez mentionné les mouvements écologiques, ce n'est pas vrai qu'il n'ait pas proposé de solution.
Ils ont proposé des solutions et petit à petit, ça donne des résultats. Donc, les organisations écolo proposent des solutions et ce sont des solutions qui de plus en plus souvent sont mises en application. Mais actuellement, je pense que nous sommes beaucoup plus focalisés sur les questions importantes. Mais quand il s'agit de l'environnement, et je vais m'en tenir là, mais lorsqu'il s'agit de l'environnement, nous devons prendre conscience de la grande crise qui non seulement frappe à notre porte, mais qui est là et nous ressentons déjà les conséquences de cette crise. Euh, et puis, en même temps, il faut qu'on sache qu'il y a toutes les solutions qui ont été proposées. Et c'est pas seulement pour prévenir au nom de nos enfants, mais c'est surtout pour nous adapter au nouvel environnement. Et nous avons donc toutes ces options et toutes les possibilités qui sont là sur place. Paris a ses points positifs, ses points négatifs, mais à mon sens, quand même, les aspects positifs sont plus nombreux, car Paris nous a proposé une feuille de route que dans les années à venir, nous pourrons modifier en vue de la rendre beaucoup plus ambitieuse. On pourrait également l'utiliser au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la personne isolée. Donc partir de là pour arriver donc au gouvernement, donc au niveau des dirigeants, au niveau européen et international. Mais comme notre ami français l'a dit, il faut que chacun agisse à son niveau, mais il est nécessaire aussi d'agir au niveau global. Donc, à mon sens, les choses se situent quelque part au milieu. Il faut vraiment mobiliser toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce serait bien que vous puissiez les poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Daniela Bandurska. Donc, je représente une fondation. Donc, lors d'un débat semblable il y a quelques mois, donc j'ai assisté à ce débat et c'était le ministre de l'Éducation nationale de la France qui était présent. Et donc, en fait, il a proposé, enfin, il a présenté des modules d'enseignement numérisé, enfin numérique. Et j'ai été très impressionnée par ce qu'il a présenté. Ce n'était pas directement lié à l'environnement, à l'écologie, ce qu'il a présenté. Et dans cet ordre d'idées, comme je réfléchis beaucoup depuis un certain temps sur ces questions, et je le fais avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'enthousiasme, voilà, et donc en fait, je vois ces mêmes sentiments ici ce soir. Et en fait, j'arrive toujours à la même conclusion. Il y a deux scénarios. L'un, c'est mène inévitablement au cataclysme. Red Svetal l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est la route qui nous mène vers la mort. Donc effectivement, c'est la route qui nous mène sûrement vers le péril, vers la mort. Et depuis 4 ans, effectivement, on voit très bien que c'est ça la bonne route vers la mort. Et même si l'éducation, c'est quand même le mode le plus lent pour atteindre ces objectifs-là, le moyen le plus lent, malheureusement, pour atteindre ces objectifs-là, moi, je sais qu'en France, il y a quand même des efforts qui sont faits dans le domaine de l'éducation. Et d'ailleurs de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Donc moi je suis sûre que l'un des chemins dans lesquels il faudra s'engager, c'est apprendre à nos enfants de respecter la nature. Alors je voudrais savoir en France, est-ce qu'il y a déjà des résultats de ces démarches-là? Et s'il y a d'autres questions, peut-être ce serait bien de les poser pour les résumer. Alors, Simeon Korov de l'Union Shtaslivetsa et je suis étudiant à la Nouvelle Université bulgare. Ce qui m'a laissé un goût amer dans une certaine mesure, c'est l'idée, c'est que nous devons donc effectivement détériorer
notre vie pour assurer donc le sauvetage de la planète. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Sauver la planète, pas seulement la planète, mais nous-mêmes. Est-ce que il en est ainsi? Est-ce qu'il faudra revenir donc à la grotte, par exemple? D'autres questions? Аз имам един коментар. Alors, Peter. Аз искам да направя един коментар. Петър Канев се Donc, je m'appelle Peter Kanev. Движението Щастливеца, Donc, moi aussi, je représente Stasliveca. познание и информационни технологии. Donc, j'enseigne à l'université des technologies informatiques et je travaille aussi au sein de l'Académie des sciences dans le domaine des études anthropologiques. Je voudrais faire un commentaire qui, à mon sens, permettrait de fédérer un petit peu les différents points de vue. Parce que je pense qu'on n'est pas suffisamment tournés les uns vers les autres. Tout ce que j'ai entendu, pour moi, ça fait partie d'un tout. Donc tout d'abord, je voudrais rappeler que finalement, tout ce que nous appelons la civilisation industrielle, quand on parle d'avions, de plastique, d'économie, par exemple les chaises qui sont là, le parquet sur lequel nous marchons, ou bien les lampes électriques au-dessus de nous. Donc tout ça, c'est un produit, c'est pas quelque chose qui n'est venu du ciel. C'est pas une donnée préalable. C'est un produit de la spiritualité humaine. Parce que quand on parle de spiritualité humaine, il faut parler aussi de produits matériels. Et on parle de la spiritualité humaine, non pas à titre individuel. Quelque chose, par exemple, qui est parti de Tsiolkovsky, qui rêvait donc de voler jusqu'à la Lune au milieu du 19e siècle. Donc, en fait, ensuite, on a utilisé ce qu'il a imaginé pour concevoir la fusée 100 ans plus tard, même si il était considéré comme un simple rêveur. Mais comme John Lennon l'a dit, je suis peut-être rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et finalement, les rêves de l'homme qui ont une dimension purement spirituelle, oui, finalement, les rêves de l'homme peuvent se réaliser lorsqu'il y a un partage, lorsque tout le monde travaille pour la réalisation de ses rêves. Et donc, c'est là où je viens la relation entre tous ces éléments-là. Donc, en fait, le chemin dans lequel nous sommes engagés, manifestement, erroné. Il ne nous mène pas dans la bonne direction. Parce que bon, il faut quand même dire que l'église et l'avion sont des produits humains et que l'avion, d'une certaine manière, représente l'église pour certaines personnes, par exemple pour les premiers inventeurs. Donc ceux qui ont inventé l'avion, pour eux, c'était leur église, alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous montons à bord de l'avion, on ne pose même pas la question de savoir si c'est le fruit d'une spiritualité. Et donc là, ce que Gennady a dit tout à l'heure me revient à l'esprit. En fait, qui nous donne le droit, puisque nous sommes des êtres spirituels, puisque nous disposons d'imagination, puisque nous avons un cœur ouvert, qui effectivement veut le meilleur pour nos enfants, pour la nature, pour tout ce que nous aimons, qu'est-ce qui nous donne le droit de renoncer aux rêves audacieux qui pourraient transformer le monde, y compris sur le plan technologique? Et là, il ne s'agit pas d'améliorer les technologies existantes, mais il s'agit de rêves que je qualifierais de radicaux. Puisque nous avons été capables d'inventer l'électricité, je pense que nous serions capables d'inventer quelque chose d'autre, de très innovant. Parce qu'en fait, tout ça représente la spiritualité, y compris la politique. Merci. Merci pour ce commentaire précieux qui a essayé de rapprocher donc les points de vue qui ne sont peut-être pas contradictoires mais qui sont plutôt complémentaires. Et donc je voudrais que les jeunes quand même aient voix au chapitre. Voilà, j'aimerais bien qu'ils disent quelque chose, qu'ils fassent part de leurs réflexions. À mon sens, donc, la civilisation du pétrole, en fait,
procède au modelage de notre comportement. Donc en fait, les technologies modifient tout. C'est très important, le matériau que nous utilisons est très important. Si ce matériau a une dimension plus spirituelle, bah, ça donnerait effectivement des produits qui sont beaucoup bien meilleurs. Значи, и в другата посока, в другата гледна точка. Et puis de Трябва l'autre да point de забравяме, vue, че това, което ние il си ne faut pas представяме, oublier неща, que ce que nous envisageons comme le bonheur, всъщност една зависимост. comme Една donc роля. une bonne qualité de vie, en fait, c'est juste une dépendance, c'est une forme d'esclavage. Parce qu'en fait, nous sommes dépendants de besoins qui ont été artificiellement créés. L'exemple avec les médicaments. Donc, on achète des médicaments pour les médicaments. Donc, on est les esclaves de l'industrie. C'est pas la liberté, ça, c'est pas le bonheur. C'est pas le chemin qu'il faut suivre pour notre épanouissement personnel. Donc, moi, personnellement, je me suis rendu compte que seules les choses qui arrivent lentement ont un caractère durable. Donc, en fait, les choses changent uniquement à travers l'éducation. Donc, en fait, Thomas Kuhn l'a dit très clairement, tout passe par l'éducation. Les vertus sont très difficiles à inculquer. En fait, les vices sont beaucoup plus faciles à inculquer. La question, c'est de savoir comment faire face à cette réalité. Je vais peut-être donner la parole à notre ami français pour qu'il réponde à la question sur l'éducation en France. Je voudrais d'abord m'excuser si je vous semble pessimiste. Mais, je crois qu'il est important d'être surtout critique. Et mieux vaut être grave et réaliste que d'être d'un optimisme peu attentif, parce que on s'aperçoit bien souvent que si on veut réagir. Vous savez, les Américains ont fait la guerre à Hitler parce qu'ils se sont sentis menacés directement. En 2 ans, ils ont fait une armada formidable. Le pays tout entier s'est mobilisé. Alors que quelques années avant, Hitler rigolait quand on lui parlait des Américains. Or, ça montre bien à quel point l'humanité, l'homme a une capacité de réaction et de construction. Seulement, pour cela, il lui a fallu un avertisseur très puissant. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on parle d'un danger vraiment très important, mais dont on n'a pas conscience, parce qu'on est protégé par le développement, par notre confort, etc. Donc, on ne peut pas réagir de façon décidée, on peut avoir justement, pour reprendre cette belle expression, avoir des rêves radicaux. Parce que ce qu'on vit n'est pas radical. Donc, ce changement, la réaction se fait attendre. Donc, c'est pour ça que c'est l'idée, entre guillemets, d'un pessimisme, en tout cas un réalisme assez rigoureux, peut nous aider à mieux prendre conscience des choses et à faire des choix, alors même qu'on и това означава, че трябва да направим някакъв конкретен избор,